En janvier 2026, Corey Harrison a publié des photos depuis son lit d'hôpital. Son visage était tuméfié, ses deux mains bandées et il avait 11 côtes cassées. C'était son troisième accident de moto et cette fois, il a failli y laisser sa vie. Mais les ennuis avaient commencé bien avant cette nuit-là. Il y avait eu une arrestation en 2011 pour avoir bousculé un policier, un contrôle d'alcoolémie en 2023 où il avait refusé de se soumettre au test d'alcoolémie, un camping-car de location qui l'aurait détruit, causant $30 de dégâts, et un déménagement soudain au Mexique juste après son départ de l'émission Pawn Stars. De quoi fuyait Big Hose? Et qu'est-ce qui a fini par le rattraper? Richard Corey Harrison est né le 27 avril 1983 à Las Vegas. Et sa vie était déjà liée au monde du prêt sur gage avant même qu'il puisse en comprendre le principe. Premier enfant de Rick et Kim Harrison, il était aussi le petit-fils de Richard Benjamin Harrison, celui que l'on appellerait plus tard le Vieux. De Prime Aboard, cela ressemble à une simple histoire de famille. Mais dès son plus jeune âge, les choses étaient loin d'être simples. Cette tension l'a suivi tout au long de son adolescence. Rick et Kim étaient jeunes lorsqu'ils se sont mis ensemble et se sont mariés, alors que Rick était encore adolescent. Avant même que Corey ne soit en âge de s'en souvenir, leur mariage a commencé à se fissurer sous la pression. Ils se sont séparés en 1985, alors que Corey n'avait que 2 ans et que son frère Adam était né 1 an plus tard, en 1984. Les 2 garçons étaient donc encore tout petits lorsque la maison a changé et que le quotidien de la famille a été bouleversé. Peu après, en 1986, Rick s'est remarié et la famille s'est agrandie avec la naissance d'un autre fils, Jake, et de 3 belles filles. Avec autant de changements d'équipe si tôt le matin, Corey avait besoin d'un point d'ancrage. Et pour lui, ce point d'ancrage serait le magasin. Même son nom avait une signification. Rick l'avait nommé Richard Corey Harrison, en hommage à un personnage d'un vieux poème du même nom, écrit par Edwin Arlington Robinson. Un choix qui sonne comme une fierté, un nom fait pour quelqu'un qui se tiendrait droit. Mais le poème lui-même est plus sombre qu'on ne le croit, car l'homme qui y est décrit paraît parfait aux yeux de tous. Et puis l'histoire se termine en tragédie. Dès le départ, le nom de Corey était à la fois porteur de gloire et d'ombre, comme un avertissement et un défi. Et ce genre de choses vous marque, même si vous n'en parlez pas à voix haute. En 1989, la famille ouvrit le Gold and Silver Pawn Shop au 713 South Las Vegas Boulevard, et Corey n'avait que 6 ans. Le bâtiment avait sa propre histoire, et il devint le centre de la sienne. Tandis que les autres enfants avaient des jardins, Corey avait des vitrines et des comptoirs. Il voyait entrer des clients avec des histoires et des objets qui portaient l'histoire dans leurs rayures et leurs bosses. Jour après jour, il observait les gens apporter des guitares, des pièces de monnaie, de vieux souvenirs et des objets qu'il jurait rares. Il apprit très tôt que certains étaient des trésors, d'autres de la camelote et d'autres encore de simples mensonges enrobés de métal brillant. En 1992, à 9 ans, il travaillait déjà à la boutique. Ce n'était pas un petit boulot pour se faire un peu d'argent de poche. C'était du vrai travail. Le genre de travail qui vous fait sentir vieux. Il polissait les vitrines, nettoyait les poignées, essuyait les antiquités et faisait briller les bijoux comme s'ils étaient faits pour être sous les projecteurs. Tandis que ses mains continuaient de s'activer, ses yeux continuaient d'apprendre. Il commença à remarquer des détails infimes que la plupart des gens ne remarquent pas. Il apprit le jargon des affaires, le rythme d'une négociation et la façon dont un visage se transforme lorsqu'il est question d'argent. Au cours de ces années, il noua également une amitié qui le suivrait pendant des décennies. Il se lia d'amitié avec Austin Lee Russell, né le 8 septembre 1982 et un peu plus âgé que Corey. Le surnom Chumley est venu plus tard, lorsqu'on lui a dit qu'il ressemblait à un morse de dessin animé, et le nom Never Let Go, ne jamais lâcher prise. Ils n'étaient que des enfants à Las Vegas, mais leur lien était authentique et le resta. Des années plus tard, en 2003, Chumley a commencé à travailler à la boutique à l'âge de 21 ans, bien avant l'arrivée des caméras. Ce qui avait commencé comme une amitié d'enfance s'est transformé en un partenariat reconnu par le monde entier, même si aucun d'eux n'aurait pu le deviner à l'époque où ils traînaient simplement à la boutique. En grandissant, Corey a commencé à accorder moins d'importance à l'école qu'à son travail. Il apprenait le métier depuis l'âge de 9 ans. Et avec le temps, il s'est tourné vers cette voie plutôt que vers les études. Il n'a pas terminé le lycée et a suivi le même parcours difficile que son père durant sa jeunesse rebelle. Les journées de Corey n'étaient pas remplies de rassemblements sportifs et de devoirs.
Elles étaient remplies de balayage, de nettoyage des comptoirs, de corvées ingrates et, peu à peu, de l'apprentissage de l'autonomie. Pourtant, même en grandissant dans l'entreprise familiale, on a parfois envie de prouver qu'on peut voler de ses propres ailes. Alors, pendant un temps, Corey a exploré d'autres horizons professionnels. Il a brièvement travaillé comme électricien et manœuvre dans le bâtiment. Il a ainsi pu goûter à ce que c'était que de pointer dans une entreprise qui ne portait pas son nom. Au début, c'était sans doute libérateur, mais aussi un peu monotone. Le travail était régulier, certes, mais les journées étaient imprévisibles, et Corey regrettait l'énergie particulière de l'atelier, où l'on ne sait jamais qui va franchir la porte dans les 5 minutes qui suivent. Cette imprévisibilité n'était pas un simple bruit de fond pour lui, c'était ce qui le faisait vibrer. Alors, à son retour, il ne s'est pas fait discret. Il est retourné au prêteur sur gage et a revendiqué un poste de direction. Pas un simple coup de main. Sa famille l'a accepté. Et bientôt, il gérait les opérations quotidiennes et supervisait plus de 30 employés. Ce changement a été déterminant, car il l'a transformé. Du jeune homme qui astiquait les vitrines, il est devenu un homme de décision. Cela a aussi transformé son amitié avec Chumlee d'une manière amusante, car son ami d'enfance était désormais aussi son subordonné, et ce genre de situation peut mettre à l'épreuve n'importe quel lien. Mais la boutique avait toujours été le point de rencontre de leur vie. Alors, d'une certaine façon, ce n'était qu'un chapitre de plus dans la même histoire. L'apprentissage de Corey ne s'est pas fait de diplômes ni de compliments. Il s'est fait d'erreurs qui lui ont coûté cher. L'une de ses plus dures le frappa vers l'âge de 18 ans, alors qu'il travaillait de nuit avec cette confiance naïve qu'on a avant que la vie ne nous ramène à la réalité. En une semaine, il acheta 6 fausses montres Rolex et la perte fut un coup dur. C'était humiliant, mais cela fut aussi un déclic. Dès lors, il étudia l'authenticité avec une ferveur quasi religieuse, comme si sa fierté en dépendait, car c'était le cas. Il apprit en manipulant d'innombrables objets, en observant des experts, en posant des questions et en prêtant attention aux moindres signes d'anomalie. Une gravure incorrecte, un matériau anachronique ou une finition trop neuve pour être vraie. Avec le temps, ce même emploi qui lui avait révélé son erreur l'a aussi rendu plus compétent. En s'épanouissant dans ses fonctions, il a assumé des tâches que l'on ne voit généralement jamais à la télévision. Il gérait les opérations eBay de la boutique, photographier les articles, rédiger les annonces, suivre les enchères, gérer les expéditions et veiller à la satisfaction des clients à distance. Parallèlement, il prenait les décisions relatives au personnel, aux formations et aux choix difficiles, comme celui de licencier des employés. Il est devenu l'une des raisons principales du bon fonctionnement de l'établissement, même lorsque le comptoir était un véritable chaos. Puis, en 2009, ces chaos a pris une ampleur inattendue. L'émission Pawn Stars a été diffusée pour la première fois sur History Channel le 19 juillet 2009 et a connu un succès fulgurant. En quelques semaines, ce qui n'était qu'une idée risquée est devenu le plus grand succès de la chaîne. La boutique n'était plus un simple commerce de proximité, elle est devenue une véritable attraction. Les foules affluaient, l'attention se portait sur elle et le quotidien de la famille s'est transformé en un tourbillon incessant. Le 31 janvier 2011, l'émission a franchi une étape importante. Un épisode a rassemblé près de 7,7 millions de téléspectateurs, devenant ainsi l'émission la plus regardée de l'histoire de la chaîne à cette époque. Le public était captivé par les objets insolites, les histoires qui les accompagnaient et la dynamique familiale, qui paraissait authentique même sous les projecteurs. À la même période, Pawn Stars a atteint un tel niveau d'audience qu'elle s'est hissée parmi les émissions de télé-réalité les plus populaires, juste derrière Jersey Shore en 2011, une émission phare de son genre. Ce qui était choquant, ce n'était pas seulement les chiffres, mais l'idée qu'une série sur un prêteur sur gage puisse attirer des téléspectateurs de tous âges, de tous horizons et de tous états d'âme. À l'écran, Corey est devenu célèbre sous le nom de Big Hawks, un surnom qui collait parfaitement à son rôle, celui qui faisait tourner l'établissement. Il était aussi lié à une réalité plus personnelle, car à son poids le plus élevé, Corey pesait 182 kilos. Tandis que les téléspectateurs le regardaient s'occuper des clients, il luttait lui aussi contre un corps qui portait un fardeau bien trop lourd. Et finalement, le signal d'alarme est arrivé. En 2010, un médecin lui a annoncé qu'il développait un diabète et lui a même prescrit un traitement préventif. Corey a décrit plus tard ce moment comme terrifiant, et cela se comprend aisément. La peur, lorsqu'elle devient tangible, modifie notre façon de penser. La suite n'a pas été un processus long et complexe.
Corey a raconté s'être rendu directement de chez le médecin à un centre de pose d'anneaux gastriques et avoir rapidement opté pour l'opération. L'intervention était coûteuse, généralement entre 15 et 20 $. Et il n'a pas simplement sorti cet argent de sa poche. Il a réglé la facture avec plusieurs cartes de crédit, ce qui revenait à parier sa santé future sur l'endettement. C'était une décision radicale, mais à ses yeux, c'était préférable à attendre que son corps ne lâche plus. Le changement a été rapide et constant. Il a perdu environ 23 kg au cours des 6 premières semaines, puis encore du poids pendant la première année. Et en juillet 2014, il a révélé être passé de 182 kg à environ 95 kg, soit une perte d'environ 87 kg. L'opération l'a aidé, mais il a aussi changé ses habitudes et parle souvent de faire du sport, notamment de la boxe. Plus que tout, il voulait s'assurer que son ancienne personnalité ne revienne pas. Le plus drôle, c'est que la transformation était si radicale que les fans ne le reconnaissaient plus. Les gens passaient devant lui comme s'il était un inconnu, puis lui disaient plus tard qu'il ressemblait au type de Pawn Stars. Un plus mince, Corey trouvait ça hilarant, et on l'imagine bien savourer l'instant, car cela prouvait que le changement était bien réel. Cela lui a aussi permis de retrouver de petits plaisirs perdus. Il a raconté comment, adolescent, il adorait faire du snowboard. Puis, à la vingtaine, il était devenu trop gros pour en faire car il n'arrivait même plus à bien attacher ses skis. Après sa perte de poids, il pouvait de nouveau toucher ses orteils. Et ce simple mouvement lui a donné l'impression d'ouvrir une porte. Il est allé s'acheter du nouvel équipement et est retourné sur les pistes, avec une excitation comparable à celle de retrouver un morceau de sa jeunesse. Pendant ce temps, le spectacle continuait et la dynamique familiale restait au cœur de tout. Au départ, le vieil homme n'avait même pas souhaité ce spectacle. Il craignait que les caméras ne soient une distraction et que cela ne transforme une affaire sérieuse en cirque. Rick avait essayé de convaincre pendant des années avant que le projet ne soit finalement retenu, et le premier titre envisagé était « Mettre l'histoire en gage ». Les doutes du vieil homme n'étaient pas sans fondement. Il tenait à la réputation de la boutique et se méfiait de tout ce qui était mis en scène. Mais une fois le spectacle devenu un succès, et les touristes ayant commencé à affluer, il s'y est investi à sa manière, un peu grognon. Et cette personnalité a largement contribué au succès de l'émission auprès du public. Cependant, la vie personnelle de Corey n'a pas été aussi paisible que sa carrière. En 2009, année de la première diffusion de l'émission, il a épousé sa petite amie du lycée, Charlene Steele, née le 15 juin 1986. Elle a elle aussi grandi à Las Vegas. Elle a même travaillé au pawn shop, mais elle laisse rester à l'écart des caméras, ce qui en dit long sur ses aspirations. Malgré tout, la notoriété a tendance à peser sur tout. L'emploi du temps de Corey s'est alourdi. La célébrité a engendré un nouveau stress et, après 6 ans de mariage, leur union s'est terminée en 2015. Ils sont restés discrets sur les raisons de leur séparation et, n'ayant pas d'enfants ensemble, le processus s'est déroulé plus rapidement que pour d'autres. Charlene a continué à travailler à la boutique pendant un certain temps après le divorce, puis s'est consacrée à ses propres projets, notamment une boutique en ligne appelée Sweet Tempered, spécialisée dans la vente d'accessoires faits main. Par la suite, vers 2016, Corey a retrouvé l'amour et a commencé à fréquenter Karina, surnommée Kiki. Elle travaillait comme assistante de direction à Las Vegas, et leur relation a rapidement évolué vers le mariage. Ils se sont mariés le 26 mai 2017 lors d'une cérémonie privée à San Diego, sa ville natale, entourée de leurs proches. En instant, cela ressemblait à un nouveau départ, porteur d'espoir après une rupture difficile. Puis, la vie a repris son cours. En mars 2018, Corey a annoncé qu'ils attendaient un petit garçon et a confié se sentir à la fois heureux et anxieux. Un mélange d'émotions sans doute très juste à ce moment-là. Mais leur mariage n'a pas tenu. En août 2018, ils ont entamé une procédure de divorce au Nevada. Le divorce a été prononcé en septembre 2018. Corey a expliqué plus tard que leurs horaires de travail incompatibles étaient une des principales raisons de cette rupture et qu'ils étaient restés en bons termes, mais que la procédure avait été rapide et que le contexte avait rendu la séparation d'autant plus difficile. Un mois plus tard, en octobre 2018, Corey a accueilli son fils, Richard Benjamin Harrison. Ce prénom n'était pas choisi au hasard. C'était un hommage à son grand-père, décédé le 25 juin 2018 à l'âge de 77 ans des suites de la maladie de Parkinson. Corey le considérait comme un héros et son meilleur ami, et l'émotion transparaît dans ce choix. C'était comme s'il voulait perpétuer la mémoire de son grand-père, même si l'atmosphère du magasin semblait différente sans lui.
même si la vie de Corey lui-même subissait des changements qu'il ne pouvait maîtriser. Le 20 mars 2011, Corey Harrison entre dans le saloon bar Murray's à Big Bear Lake, en Californie. Et la soirée a vite dégénéré. Il avait 27 ans et était déjà connu grâce à la télé-réalité. Ce qui avait commencé comme une simple dispute avec un autre client n'a cessé de s'envenimer. Un agent de sécurité, voyant la situation s'envenimer, a interpellé un adjoint du shérif, car on craignait une bagarre. À leur arrivée, les policiers ont tenté de calmer le jeu en demandant à Corey de s'excuser et de passer à autre chose. Mais Corey a refusé, persuadé de n'avoir rien fait de mal. Ce refus a entretenu de la tension. La situation a alors dégénéré. Corey a été accusé d'avoir bousculé un agent de sécurité et un adjoint du shérif, ce qui a suffi aux policiers pour l'arrêter pour délits mineurs, notamment coups et blessures ayant entraîné des lésions corporelles graves et rébellion. La porte-parole du shérif, Arden Wiltshire, a déclaré par la suite que Corey avait été gardé en garde à vue pendant 2 à 3 heures environ, car il était en état d'ivresse et avait besoin de temps pour dégriser avant d'être relâché. Une procédure habituelle. Le lendemain matin, à 8 heures, il fut relâché avec une simple contravention. L'affaire tomba ensuite au second plan, les charges étant abandonnées ou réglées à l'amiable, sans qu'aucune trace de probation ou d'amende ne subsiste dans les archives judiciaires. Les années passèrent, mais les problèmes persistèrent. Ils prirent simplement une autre forme. Le vendredi 8 septembre 2023, à 2h11, un agent de la police métropolitaine de Las Vegas remarqua une camionnette Ford F-250, 50 blanche de 2020 zigzagant entre la voie de droite et la piste cyclable, près du croisement de Main Street et de Charleston Boulevard, en Centreville. Corey avait alors 40 ans et ne s'est pas arrêté immédiatement. L'agent a utilisé ses gyrophares et le haut-parleur et Corey a tardé à réagir avant de s'immobiliser au nord du carrefour. Lorsque l'agent est arrivé à sa hauteur, Corey avait déjà sa carte d'identité en main et a déclaré qu'il rentrait chez lui, Soho Lofts, situé à environ 800 mètres. Il a également tenté de justifier sa conduite en disant que le camion tirait à droite. Mais l'agent a relevé des signes qui semblaient plus graves qu'un simple problème de direction. Ses yeux étaient injectés de sang, larmoyante et semblait en cerner. Son regard était vide. Et une forte odeur d'alcool se dégageait du véhicule et de Corey lui-même. Corey a déclaré n'avoir bu qu'un seul verre 7 heures plus tôt, pendant son vol retour. Mais la situation n'a cessé de se compliquer. Il a refusé le premier test d'alcoolémie sur place et a fini par être placé en garde à vue. Puis, à la prison municipale de Las Vegas, les choses ont pris une autre tournure. L'éthylotest était défectueux. Les agents ont alors demandé une prise de sang et l'ont averti que tout refus pourrait entraîner le retrait de son permis. Il a donc accepté de fournir un échantillon de sang. Il a été placé en garde à vue à 2h28. Après environ 8 heures de détention, il a été libéré le matin même, le 8 septembre 2023. Dès qu'il a pu s'exprimer, il a clamé son innocence. Il a expliqué souffrir d'une forte douleur à la jambe droite, due à une infection causée par du sumac vénéneux. Il a repris ses propos lors d'un récent enregistrement dans le Road Island et a affirmé que la douleur avait faussé les résultats du test d'alcoolémie. Il a également souligné que 2 agents étaient partis précipitamment pour répondre à un autre appel, ce qui, selon lui, avait contribué à la confusion lors de l'interpellation. Il ajouta ensuite un détail qui semblait insignifiant, mais qui avait toute son importance à ses yeux, car il pouvait expliquer l'odeur décrite par le policier. Corey expliqua qu'il avait un carton de vin dans le camion, un cadeau d'un ami qui avait fait imprimer sa photo sur les bouteilles, et il pensait que cela avait pu contribuer à l'odeur d'alcool dans la cabine. Il se dit néanmoins prêt à engager un avocat de Las Vegas et à se défendre. Ce qui est frappant, c'est que son permis de conduire n'ait pas été suspendu par la suite. Les résultats des analyses sanguines, qui auraient pu trancher la question, n'ont pas été rendus publics. Avant même cette arrestation à Las Vegas, le danger le guettait déjà sur sa moto. En 2011, Corey a eu un accident de moto suffisamment grave pour nécessiter une hospitalisation d'urgence. Cela aurait dû suffire à l'alerter, mais le moment décisif est survenu en avril 2014. Alors qu'il roulait à environ 40 minutes, il a pris une décision en une fraction de seconde qui lui a probablement sauvé la vie. Il a sauté de sa moto en marche pour éviter un accident plus grave. La situation a encore dégénéré. Sa main était gravement fracturée et il a dû être opéré rapidement. Les médecins ont utilisé 8 vis et 2 plaques pour reconstruire ce que l'accident avait détruit. Le plus étrange, c'est que l'accident s'est produit le jour de son anniversaire et que, malgré sa blessure, il est allé à sa fête avant de se rendre à l'hôpital.
Si l'on compare l'accident de 2011 à celui d'avril 2014, on pourrait croire qu'il a pris l'habitude de jouer avec le feu. Et cela préfigure aussi ce qui allait se produire plus tard, en 2026. À peu près au même moment que son accident de moto de 2014, une autre histoire rocambolesque l'a rattrapé. Mais cette fois, il n'était question ni de vitesse ni de blessure. Il s'agissait de dégâts matériels et de responsabilité. Le 17 août 2014, lors d'une apparition de Corey à Jefferson City pour le magazine Hot Bike, Corey s'est retrouvé mêlé à un différend concernant la location d'un camping-car, qui a mal tourné. Le propriétaire, Tom Villafana, a déclaré que Corey avait rendu le véhicule dans un état déplorable, les dégâts étant estimés entre 20 et 30 $. La carrosserie aurait coûté environ 800 $. Un nouvel auvent aurait coûté 7 $, supplémentaires, et l'intérieur était décrit comme étant dans un état lamentable, bien au-delà de toute utilisation normale. Villafana a déclaré que le camping-car était tellement inutilisable qu'il a dû annuler 10 réservations, ce qui a fortement impacté son activité. Ce qui a amplifié la situation, c'est l'affirmation selon laquelle Corey refusait d'assumer ses responsabilités, malgré des estimations de sa fortune personnelle d'environ 2,6 millions de dollars à l'époque. Villafana a porté plainte auprès du commissariat de police de North Las Vegas et a tenté de régler le problème par le biais de son assurance, tandis que l'entourage de Corey a mis en avant des problèmes liés aux extensions et a invoqué la couverture d'assurance. Mais cette explication n'a pas apaisé les rumeurs concernant les dégâts internes. Le conflit s'est enlisé et l'atteinte à son image publique est restée. Puis, en 2018, l'histoire a basculé dans le drame. Et la famille Harrison a été frappée de plein fouet. Richard Benjamin Harrison, surnommé « Le Vieux » par ses fans, est décédé le 25 juin 2018 à 4 heures du matin précise, entouré de son fils Rick. Il avait 77 ans et luttait depuis des années contre la maladie de Parkinson. Une maladie qui déclinait lentement et que la famille appréhendait, surtout ces 2 dernières années, et qui semblait inévitable. Le magasin de prêt sur gage a annoncé la nouvelle lundi matin, précisant qu'il s'était éteint paisiblement, entouré de sa famille aimante. Rick a également partagé ses propres mots, le décrivant comme un ami, un père, un mentor, et bien plus encore. Pour Corey, cette perte ne se limitait pas à celle d'un grand-père célèbre, car pendant 15 années consécutives, ils avaient travaillé ensemble jour après jour au magasin de prêt sur gage. Cette proximité quotidienne forge des liens indéfectibles. Et Corey l'a dit clairement dans son hommage. Il a expliqué que son grand-père n'était pas seulement un membre de sa famille, mais aussi son meilleur ami. Il a évoqué tous les conseils qu'il avait reçus pendant toutes ces années derrière le comptoir. C'est pourquoi les échanges taquins à l'écran est ainsi important. Ils n'étaient pas une mise en scène. Corey a affirmé que les plaisanteries et les petites piques étaient authentiques et correspondaient aux sentiments des téléspectateurs lors de la première diffusion de l'émission en juillet 2009, lorsque le vieil homme s'est mis à lancer des remarques acerbes à Rick et Corey comme si de rien n'était. Corey se souvenait aussi que son grand-père, au début, n'appréciait pas du tout la télévision et pensait que c'était une perte de temps avant de s'y habituer peu à peu, à mesure que cela attirait du monde dans le magasin. Corey riait même de la façon dont le vieil homme aimait être sous les projecteurs, surtout lorsque des fans plus âgés l'abordaient en public avec un certain excès d'audace. Derrière ces plaisanteries, cependant, se cachait une leçon précieuse qui a marqué Corey. Il racontait que son grand-père ne laissait jamais la colère s'installer et ne laissait jamais les problèmes s'envenimer. Si quelque chose avait besoin d'être réparé, il le réparait. Puis, Corey a continué d'avancer et a déclaré que cet état d'esprit avait façonné sa manière d'aborder les affaires et sa vie personnelle. Après le décès de son père, la question du testament a refait surface, révélant une histoire familiale complexe. Selon les informations disponibles, la succession s'élevait à environ 5 millions de dollars, Rick étant désigné comme administrateur. Le testament mentionnait les principaux bénéficiaires et révélait une décision douloureuse prise en 2017. Déshériter Christopher. Corey et son frère Adam figuraient parmi les héritiers, même si les montants exacts n'ont pas été rendus publics. Cette inclusion était importante car elle témoignait de la confiance et de la volonté de transmettre un héritage malgré les difficultés familiales. En janvier 2024, la famille Harrison subit un nouveau coup dur. Cette fois, le choc et la culpabilité sont profonds et persistants. Le 19 janvier 2024, Adam Harrison est retrouvé mort dans une dépendance de Las Vegas où il résidait depuis seulement 2 semaines.
On était sans nouvelles de lui depuis le 17 janvier, et l'inquiétude grandissante finit par gagner du terrain. Le médecin légiste du comté de Clark confirme que la cause du décès est une intoxication au fentanyl et à la méthamphétamine et conclut à une overdose accidentelle. La tragédie a pris une tournure encore plus sombre car Adam pensait consommer de l'héroïne et ignorait la présence de fentanyl. Un rapport de police décrit un comportement alarmant durant ces derniers jours. Il s'est barricadé chez lui en poussant des meubles contre les portes, comme si la peur l'avait paralysé. Il laisse derrière lui une famille et 3 jeunes filles, et une telle absence est difficile à combler. Plus tard, Rick a raconté combien de temps il avait essayé de sortir son fils de la toxicomanie, expliquant qu'il l'avait envoyé en cure de désintoxication à maintes reprises. Et chaque fois qu'une lueur d'espoir apparaissait, la rechute survenait. Dans un moment de désespoir, après qu'Adam se soit introduit chez Rick, ce dernier décida de le faire arrêter, espérant que la prison l'obligerait à repartir à zéro. Mais même cela ne fonctionna pas. Après la mort d'Adam, Rick prit la parole publiquement pour dénoncer la facilité d'accès au fentanyl, qu'il attribua aux défaillances de la sécurité frontalière, et il utilisa sa notoriété pour exiger des mesures plus fermes. Un an plus tard, le 19 mars 2025. Lors d'un entretien avec Graham Benninger, il a décrit les remises en question quotidiennes qui l'assaillent depuis la perte d'un enfant. Il ne se passe pas un jour sans qu'il pense à Adam. Il a également déclaré « Il n'y a rien de pire que de perdre un enfant ». Pour faire face à cette épreuve, il s'accroche aux bons souvenirs et reste proche de ses autres enfants et petits-enfants, car il sait désormais à quel point la vie peut basculer en un instant. Début 2025, la vie de Corey elle-même prenait un tournant, non pas à cause d'une simple bagarre ou d'une arrestation, mais parce qu'il était las d'être cantonné au même rôle aux yeux du monde. En février 2025, il confia au Las Vegas Review Journal qu'à ce stade, tous les participants de l'émission jouaient un rôle et qu'il ne pouvait plus continuer à se comporter comme une version plus jeune de lui-même. Il avait 41 ans. L'émission était diffusée depuis 2009 et il en avait assez de faire comme si le temps n'avait pas passé. À cette même période, l'avenir de Pawn Stars était incertain. La saison 23 s'acheva en avril 2025 et Rick confirma que la série n'était plus sous contrat avec History Channel, laissant planer le doute sur son avenir. On a évoqué la possibilité de nouvelles versions, mais Corey a clairement indiqué qu'il n'attendait pas de négociations ni d'accord. Il a expliqué qu'en apprenant leur projet, il avait décidé de tout plaquer et de passer à autre chose, car sa situation financière était stable et il n'avait pas besoin de continuer à travailler sans relâche. Ce choix s'est concrétisé en septembre 2024, seulement 3 mois après la fin du tournage, en juin, lorsque Corey a quitté Las Vegas pour s'installer à Tulum, au Mexique. Il ne s'agissait pas de vacances, mais d'un changement radical. Adieu la pression des prêts sur gage et le rythme effréné des tournages. Bonjour l'air marin et un rythme de vie différent. Il raconta avoir rencontré des élus locaux et même sympathisé avec des policiers venus prendre des photos. Il semblait presque surpris par sa nouvelle routine. Il s'essaya aussi à des projets d'entreprise, notamment un restaurant de barbecue qui tomba à l'eau lorsque ses associés s'attendirent à ce qu'il cuisine. Il consacra également toute son énergie à son podcast, The Corey Harrison Show. Lorsqu'il évoquait son père, il établissait une nette distinction entre eux. Il a dit que son père travaillerait jusqu'à l'épuisement. Mais Corey n'est pas comme ça. Et cette simple phrase explique en grande partie pourquoi il s'en est sorti si facilement. Fin janvier 2026. L'histoire prend un tournant dramatique. Retour au moto. Retour à la douleur. Et cette fois, les blessures sont terribles. Le 26 janvier 2026. Corey publie des photos depuis son lit d'hôpital après un accident de moto survenu fin janvier. Aucun autre conducteur n'était impliqué, et pourtant, les dégâts sont impressionnants. Son visage est couvert de contusions, ses yeux et son nez sont gonflés, et ses 2 mains sont bandées. Malgré tout, il gardait le sourire, levant le pouce tout en étant branché à des appareils médicaux et en montrant des radiographies révélant l'étendue des dégâts causés par l'accident. Le détail le plus impressionnant était la fracture des côtes. Il avait 11 côtes fracturées et a passé 3 nuits à l'hôpital. À partir du 23 janvier 2026, Rick a expliqué que son fils souffrait énormément et que quiconque s'est déjà cassé une côte sait à quel point ce genre de blessure est terrible. Et Corey en avait 11. La bonne nouvelle était qu'il n'y avait pas de lésions internes, mais la convalescence était tout de même difficile, les médecins ayant dit qu'il devait rester au repos et alité la plupart du temps pendant 6 semaines pour que les os puissent se consolider.